Coucou mon pompon. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros agro-grous de l'histoire des agro-grous. Reconnaissance éternelle à Mimi Hegel et ses récaps rigolos pour avoir offert le substantif agro-grous au monde. Si tu ne sais pas de qui ni de quoi je parle, déjà qu'as-tu fait de ta jeunesse mon pompon? Googlise-moi ça ASAP, tu vas t'en payer une bonne tranche. Visiblement ma jeunesse à moi est far far away a long time ago. Bon, alors, on disait que t'avais pas lu le titre de l'épisode, Dac. Devinette, qu'est-ce qui est tout vert et qui fait agro-grou? C'est Hulk, Captain Sophro. Non, mais bon, d'accord, on peut pas jouer, quoi. Non, mais bon, j'avoue, elle était pas aboutie, ma devinette. De toute façon, c'est pas mon fort, moi, les devinettes. Allez, la semaine dernière, nous nous étions penchés sur le cas de Yoda. Cette semaine, c'est au tour de Hulk. Oui, tu l'as deviné. Je réserve les prochains épisodes à The Mask, puis à Shrek, suivi du Grinch et des Gremlins. C'est ça la sophrologie, les amis. Mais alors, Captain Sophro, ça veut dire que moi aussi, je vais devenir tout vert du tutu? Mais non, mon pompon, que tu es mignon. Juste de l'hyperbole absurde afin de souligner le caractère cocasse d'une telle succession colorimétrique. Mais la semaine prochaine, promis, on ne fait plus dans la verdure. Ah bon, parce que moi, j'aimerais pas tellement ça avoir le tampon tout vert. Alors, d'abord, moi j'ai rencontré ce personnage en matant les rediffs de la série télé L'incroyable Hulk de 78. Et franchement, avec des yeux de gosse, c'était un peu flippant. J'adore Lou Ferrigno, c'est pas le problème, mais je trouve que la série avait très bien retranscrit le caractère incontrôlable, irréfléchi de Hulk. La semaine dernière, on parlait du côté chaotique de bébé Yoda. Bon, là, on est sur un autre level, mon pompon. Une fois qu'on a démarré l'engin, on dirait qu'il n'y a plus personne aux manettes. Les yeux sont vides et alors là, Dieu seul sait dans quoi ou dans qui il va s'écraser et stopper sa course. Ouh là là, Captain Sophro, moi je vais me cacher un peu derrière mon pompon. Oui, t'as vu, ça fait peur, hein. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien que David Bruce Banner est médecin dans la série, contrairement au Robert Bruce Banner original qui est physicien. Toi aussi, ça t'agace, ces histoires de prénoms multiples? Enfin, après, ce sera quoi? Un multivers, genre? Nul, t'imagines? Bon, bref, la profession de médecin, ça donne tout de suite un capital sympathie à Banner, tu vois? Ça compense un peu le côté glaçant de son alter ego. Au cinéma, les Avengers ont donné une version de Hulk beaucoup moins incarnée, 3D oblige, mais paradoxalement beaucoup plus humaine. Le visage est très expressif, Hulk a une personnalité à part entière. D'ailleurs, on le voit bien dans Thor Ragnarok, il est depuis longtemps sous sa forme de géant et fait pourtant des blagounettes. Hulk est comme le feu, Thor est comme la braise, agro-grou. Excellent parallélisme construit sur une comparaison usant du même réseau lexical, afin de reconnaître la valeur de Thor tout en lui rappelant qu'il n'est qu'une petite crotte à ses yeux. Une valeureuse et sympathique petite crotte, avec un tout petit marteau. Toujours est-il qu'en dépit de cette version farce et bonhomme du personnage, je ne peux me départir de l'impression première qu'Hulk a laissée en moi. Pas seulement parce que c'est un gros monstre vert, mais parce qu'il représente quelque chose de primal, une sauvagerie essentiellement humaine et malheureusement universelle, la colère. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, mon pompon, la gestion des émotions. C'est un des gros champs d'action de la sophrologie et cette émotion-là, la colère, c'est un sacré classique dans le domaine du double monstrueux. On pourrait citer bien des exemples, mais celui dont Hulk semble être une réécriture évidente, c'est l'incroyable cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. Tu auras noté l'accointance entre les titres, détective Pompon. Dans cette histoire, 1000 fois réadaptée, un docteur, donc, Jekyll, fait une expérience sur lui-même qui tourne mal. Tiens. Même si nous le verrons plus tard, c'est ce qu'il s'est fait croire. Sous l'effet d'une potion, croit-il, il se métamorphose complètement, devenant plus petit, plus jeune, affreux, extrêmement rapide et fort, et surtout un criminel assoiffé de violence pure.
Horreur, malheur pour le bon docteur, lui qui est si bienveillant et calme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auteur nous raconte la haute société anglaise du XIXe siècle, enfermée dans un corset social étouffant. Tout doit être plane, compassé, feutré. Le masque mondain empêche toute interaction émotionnelle et humaine. Pour Stevenson, c'est ce qui pousse à une explosion façon cocotte minute. C'est cette déconnexion avec ses émotions qui nourrit le monstre et qui le fait grandir. Jekyll dit se sentir libre pour la première fois sous les traits de Hyde, même s'il réprouve la barbarie de celui-ci. Banner nous raconte aussi quelque chose de symbolique sur la gestion de la colère. Enfant, il était victime d'un père abusif dont il a vu la violence se déchaîner sur le foyer. Ce monstre, il le porte en lui, et devenir ça, c'est littéralement son pire cauchemar. C'est pour ça que ça marche à fond sur le public. On a tous déjà eu l'impression de perdre le contrôle sous l'effet d'une émotion trop forte. D'ailleurs, on dit être hors de soi. On se dédouble, nous aussi. Finalement, on a tous un petit brasier vert dans le ventre, nourri d'émotions négatives. Oh bah moi je vois rien. Dans mon bidou, Captain Sofro, c'est tout mou tout rose. C'est parce que toi, tu es fait en guimauve, bienheureux pompon. Tu commences à le comprendre, le vrai problème de Banner, ce n'est pas Hulk, mais c'est ce qui nourrit Hulk. C'est le rapport aux autres. Sous la forme d'un géant invincible, il acquiert une puissance face au monde. Il crée la peur et l'admiration qu'on confond souvent avec le respect. En cela, il répond à une autre construction sociale qui veut que la force surpuissante soit associée à une forme de masculinité triomphante, par opposition au stéréotype de l'intellectuel timide et binoclard. Et vas-y qu'on déchire sa chemise pour montrer ses gros muscles. D'ailleurs, où c'est qu'il les trouve ces chemises de rechange, le broussi? Non, parce que c'est un budget sérieux. Puis il faut quand même oser entrer chez Tati à Walp en attendant. Et deuxième question, tiens, encore plus importante. Où c'est qu'il trouve ces petits pantalons assez résistants pour muter en poum-poum short sans un seul trou aux fesses? Accouche, Banner, c'est qui ton tailleur? Bref, on passera sur le stéréotype un peu moisi du mâle sauvage qui ne s'apaise qu'au contact de la pureté ou de la douceur féminine. D'ailleurs, la scène où Black Widow apprivoise la bête m'a toujours un peu gênée, ça fait un peu fascination pour le cirque, voyez. Puis ça me rappelle les mauvaises heures des contes de fées, côté meuf. Bref, pour autant, c'est pas si simple, figure-toi mon pompon. Car comme ce pouvoir est lié au déchaînement d'une force surhumaine, cette force est souvent pointée du doigt comme un trop grand danger. On passe très vite à un rejet de la bestialité associée à l'idée du mal, du chaos à l'état pur. C'est aussi un gros classique, ça. On peut penser à Bleach, où la progression d'Ichigo en Arrancar implique une perte de contrôle et une compromission de son humanité. Ou encore aux nombreuses versions Bad Bitch des gentils héros modèles, Superman sous kryptonite rouge, Black Spider-Man, etc. D'ailleurs, on voit bien que cette crainte de la masculinité féroce n'a rien à voir avec l'homme. Elle est une réflexion symbolique. T'as qu'à voir Phoenix ou Scarlet Witch, ça perd pas mal le contrôle quand ça se déchaîne aussi du côté des ouzes. Le côté pervers du truc, c'est qu'on réclame le monstre et sa puissance en rendant l'humain inutile, héroïquement parlant. C'est le même de Black Widow. I adore you, but I need the other guy. Bisous, Banner, je te pousse dans le vide pour invoquer le monstre. C'est de lui dont l'humanité a besoin apparemment. Pas étonnant que notre pauvre Brucie ait des problèmes niveau confiance et estime de soi. Tout le monde lui fait ça tout le temps. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte et qu'il gère ses émotions, ce garçon? D'ailleurs, ce qui est intéressant chez Banner, c'est qu'à aucun moment il ne jouit d'être Hulk. La libération des émotions et du potentiel est présente, mais uniquement de façon symbolique. Les émotions de l'homme sont très claires, il souffre de cette situation. Il a peur de son double. Il ne prend pas de plaisir à être l'autre. Il ne vit d'ailleurs rien à travers lui, bien au contraire. Il est supprimé, annulé par l'apparition du géant. L'amnésie est d'ailleurs un thème qui revient dans le parcours de Hulk. C'est l'exact opposé de Jekyll, qui certes s'effraie du monstre au bout d'un moment, mais qui est le monstre.
aucune formule ne l'a créé en réalité. C'est bien pour cela qu'il ne parvient pas à refaire sa soi-disant potion. Il s'agit bien d'une métamorphose fantastique et non scientifique, de lui-même en lui-même. Hyde, c'est celui qu'on cache sous le masque bienveillant de Jekyll, mais Kill est déjà inscrit dans le nom du bon docteur. Hyde n'est que la libération de sa nature profonde, pas Hulk. D'ailleurs, à plusieurs reprises, les deux identités, Banner et Hulk, se séparent. Ou encore, il y a d'autres Hulk issus de la même exposition aux rayons gamma. Red Hulk n'est pas Banner, par exemple. Pire que cela, nous venons de le voir, l'autre, la créature, est réclamée, nécessaire. Pourtant, sa puissance incontrôlée et incontrôlable surtout, en fait souvent l'ennemi de ceux qui se prétendaient ses alliés. En reparcourant les grandes lignes du destin de ce personnage, c'est la notion de cycle et de répétition systématique du même schéma qui m'a saisi telle une merguez végé sur le barbecue de l'évidence. Hulk et Banner sont prisonniers d'une boucle qui les empêche de se libérer. Hulk doit se libérer des hommes pour ne plus être qu'une arme. Banner, lui, doit trouver sa place de héros, car c'en est un. Rappelons que ce qui l'a foutu dans cette situation au départ, c'est d'avoir voulu sauver un gosse au péril de sa vie, et bim, radiation, agrougrou et tutti-frutti. Il est bon comme du bon pain, cet homme-là. Lui, il sortira du circuit qui l'emprisonne en se libérant de l'injonction à la puissance. Damned, ne serait-ce pas finalement un petit bonhomme incroyablement déconstruit, ce Brucey ? À plusieurs reprises, Banner sauve la situation grâce à son intelligence, sa finesse d'esprit. Toute sa quête consiste à maîtriser Hulk, à le contenir, à s'en débarrasser même, bon, ça c'est bof sympa quand même, pauvre agrougrou. Ce qu'il veut, Banner, c'est abandonner. C'est très original ça comme quête héroïque. Or, c'est ce qu'il parviendra à faire avec Scar, le fils de Hulk. Bon, je vous passe les détails parce que chez moi c'est la grosse fatigue cette affaire. Bref, le gosse est devenu un gros agrougrou lui aussi. Et en tant qu'agrougrou, il a le seum parce qu'il croit que son père est un gros lâcheur alors que pas du tout, le quiproquo classico-classique. Ça finit donc par une castagne des familles en famille entre agrougrou premier du nom et agrougrou junior. Pas cool de régler ses problèmes à coups de poing au lieu de gérer ses émotions. Quand soudain, tiens bien ton pompon, Hulk revoit le père de Banner dans un flash. Ah! Bon, je peux pas m'en empêcher. Alors qu'il s'apprête, comme lui, à frapper son fils. Devant ce flash, switchback immédiat. C'est Banner, nu, faible, qui se révèle à Scar comme la vraie image paternelle qu'il a si longtemps cherchée. Switch du gosse, émotion, tout ça. Oh, bah dis donc, Captain Sophro, c'est beau, hein? Et oui, mon pompon. L'abandon du pouvoir, le courage de la faiblesse, c'est ça, être père, comme le disait Pascal. Non, pas l'auteur, le chanteur philosophe. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, le Hulk. Je crois qu'il fait dans l'agricole, la permaculture du maïs, un truc comme ça. Je suis pas sûre que les plus jeunes pompons l'aient, celle-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais pour ceux qui s'en souviennent, la pub avec la personne de grande taille et de couleur hulkesque qui incarnait la marque de maïs éponyme, ah bah oui, je circonvolutionne, hein, si le dos existe encore, j'aimerais bien éviter les accusations de pub en soum-soum. Et ben le slogan, c'était quand même juste le nom du bazar, suivi de « Aou, aou, aou ». Nya, 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 aou, aou, aou. C'est tout. Donc il y a des gars, ils sont venus en brainstorm branding, je sais pas quoi là. Et il y en a un, il a fait « Moi, je vois bien Aou, Aou, Aou » en slogan. Et les autres, ils ont déchiré leur chemise en hurlant « C'est du génie, Jean-Pat !» Et après, ils ont Burning Man the place, car plus rien de bon ne pourrait advenir désormais. Si, moi, je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bon, bref. Le pire, c'est que ça a marché de ouf. Franchement, là, mes pompons sûrs des années 80-90, avouez, vous l'avez tous fait dans la cour de récré. Gna, 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 Aou, Aou, Aou. Alors, je te vois, toi et ton petit museau affûté tel un diamant prêt à faire chanter le vinyle du bon sens. Tu te dis soit, c'est gaulerie la nostalgie. Mais what's the point de cette parenthèse en fait ? Eh bien, c'est très simple, jeune et nonobstant avisé pompon.
Cette parenthèse s'adresse à toutes celles et tous ceux de ces années-là et des précédentes qui sont en train de basculer doucement mais sûrement du mauvais côté de la rampe et la team, les jeunes de maintenant, ralala, on peut plus rien dire, cons comme des épis de maïs avec leurs iPhones là. Ben, en fait, visiblement, on passait pas notre temps à dire des trucs transcendants, les gars. Enfin, je veux dire, ça nous a tenu des années. Alors, je pense qu'à l'image de ce bon Hulk, il serait de temps et de bon ton de se détendre la ceinture abdominale et les lombaires, et d'abandonner le pouvoir illusoire d'être le plus grand pour revenir un peu à soi-même. C'est pourquoi, pompons de tous âges, je vous propose de pratiquer l'exercice du jour, le noli. Le noli, c'est un exercice qui ne sert pas à se recentrer, ni à prendre du recul. Ce n'est donc pas lui qui va nous aider à faire redescendre notre Hulk intérieur. En tout cas, pas directement. Le noli, il mobilise, il active, il diffuse. On peut choisir d'activer sa force pour sauver l'humanité, c'est vrai. Mais on peut aussi diffuser le calme, activer la confiance en soi pour prendre conscience de sa propre valeur. C'est peut-être ça qu'il lui aurait fallu à Banner. Tout le monde peut pratiquer, mais si tu as mal dans le bas du dos, vas-y mollo l'astico. Alors pour le noli, pas besoin de s'asseoir et encore moins de s'allonger, ça se pratique debout. On va faire un enchaînement identique 3 fois de suite dans le but d'activer, d'essayer de diffuser une énergie positive à l'intérieur de son corps. Donc pour ça, les yeux fermés, on va se pencher en avant en soufflant par la bouche. Attention, il faudra bien que tu vides tout ton air, sinon ça risque d'être un petit peu désagréable, notamment dans la gorge. Donc on souffle bien par la bouche tout son air en se penchant en avant. On place ses mains sur ses genoux pour rester bien stable. Et une fois qu'on en est là, on bloque la respiration et on effectue un mouvement de pompage avec les abdominaux. On crispe et on détend. Alors attention, on ne twerque pas, on ne douerque pas. On fait attention à ses lombaires, on y va doucement. Une fois qu'on a fini de pomper avec le ventre, qu'on est arrivé au bout finalement de ce qu'on pouvait retenir, on inspire de nouveau par le nez en déroulant doucement la colonne vertébrale. On garde toujours les yeux fermés afin d'accueillir ses ressentis, d'essayer d'écouter ce qui se passe dans le corps. Je rappelle que les exercices de relaxation dynamique, puisque c'en est un, ça se pratique aussi comme la sophronisation, comme un moment pour soi, un moment où on s'écoute soi-même, où on accueille les choses sans les juger. Et puis évidemment, il faut rester concentré sur le son de ma voix pour bien suivre les consignes au fur et à mesure. Je te conseille de te dégager de tout ce qui pourrait t'entraver, des bijoux qui pourraient te gêner, une ceinture peut-être qui pourrait être trop serrée, c'est toujours gênant pour le noli. Donc vérifie que tu es bien à ton aise et que rien ne peut t'ennuyer autour de toi. Et si tu es prêt, mon petit pompon, c'est parti. Tu vas mettre tes pieds bien à la largeur du bassin, plier légèrement tes genoux de manière à rester bien stable. Garde ta colonne vertébrale bien droite, pense à baisser tes épaules et laisse les bras détendus le long du corps. Aligne bien ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale et ferme les yeux. Souffle profondément par la bouche en te penchant en avant. Place tes mains sur tes genoux, bloque ta respiration et pompe avec ton ventre. Inspire par le nez en déroulant doucement ta colonne. Respire naturellement. Écoute tout ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre. Prends conscience de la mobilisation de ta ceinture abdominale. Une deuxième fois, souffle par la bouche en te penchant en avant. Place tes mains sur les genoux, bloque ta respiration et pompe avec le ventre.
Inspire par le nez en redressant doucement ta colonne. Respire naturellement et accueille les ressentis dans tes abdominaux. Prends conscience de l'énergie qui se diffuse par le ventre. Tu vas effectuer une dernière fois cet enchaînement, mais cette fois-ci à ton rythme. Reprends une respiration naturelle. Écoute l'ensemble de tes sensations dans tout le corps. Prends conscience de la force et de l'énergie positive qui se diffuse à partir de ton ventre. L'exercice est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et redresse ton menton, mon petit pompon.